Là, je me permets d'intervenir pour expliquer que c'est pas faute d'avoir contacté beaucoup de gens et c'est pas faute d'avoir eu des désistements justifiés pour... bon, il y avait Leila Aslani et d'autres, et en fait, il y a eu un concours de circonstances pour des raisons professionnelles, en mission, etc. Elles ont décliné. Normalement, j'en ai contacté 7, en pensant que j'aurais au moins 5. Je vais dire que c'est le panel qui a eu une petite malédiction sur lui, mais j'ai tenu que malgré qu'il n'y ait que 3, et d'ailleurs, Lydia peut en témoigner, elle-même, c'est en dernière minute, et c'est pas parce que je te connaissais pas, et qu'en fait, c'était aussi parce que le panel a failli ne même pas exister. Et donc, j'ai vraiment fait le forcing pour avoir, voilà. Feriel était l'une des premières, mais il y a eu sur le chemin. Donc, c'est pour dire, juste pour expliquer que c'était pour nous une préoccupation, je dirais même une hantise. J'avais peur d'avoir un colloque où il n'y aurait pas une session femmes. Merci. Alors, je suis aussi très heureuse de donner la parole dans un premier temps à Feriel Lalami, avec qui j'ai battu dans les années 80-90 le pavé des rues d'Alger pour protester entre autres contre le code de la famille, auquel elle a consacré un ouvrage décisif qui apparaît en 2012 et qui s'intitule Oui, Pierre, ça va, tout marche bien. Contre le code de la famille. Aujourd'hui, elle vous propose une intervention intitulée Expérience et transmission dans le mouvement féministe depuis l'indépendance. Merci. Donc, maintenant, je voudrais remercier les organisateurs. Le micro ne marche pas. Le micro ne marche pas. Ah oui, alors je vais me rapprocher, comme c'est la règle. Donc, remercier les organisateurs, et ce n'est pas de pure forme, parce que pour avoir organisé des événements de ce type, je sais le travail en amont que ça demande, et pendant, comme vous pouvez le constater. Donc, je suis aussi ravie de partager avec vous cette réflexion. C'est une réflexion sur qu'est-ce qui a été transmis des années que David Lamortier vient d'évoquer, c'est-à-dire de ces années où le mouvement féministe commence à émerger, se construit, s'élabore, principalement autour de la revendication de l'abrogation du code de la famille, à ces jeunes féministes qui sont aujourd'hui visibles, elles aussi, à travers non seulement des actions, mais des écrits, etc. Alors, la question qu'on peut poser, avant toute chose, existe-t-il un féminisme algérien ? Bien sûr, dans la mesure où j'ai travaillé là-dessus, je dis oui, mais pour avoir travaillé sur cet objet, l'avoir vécu de l'intérieur, mais aussi avoir travaillé à partir de traces concrètes, tangibles, à travers son incorporation dans des femmes qui ont milité, lutté, dont j'ai relaté quelques parcours de vie et de militance dans l'ouvrage que David Lamortier a eu la bonté d'évoquer, on peut dire que oui, il existe non seulement un mouvement féministe, mais avec sa spécificité algérienne, et on va voir comment. Pour la période abordée, il y aurait 3 temps que je ne vais pas aborder dans cet ordre chronologique parce que le temps ne s'y prête pas. Mais il y a d'abord de l'indépendance à la fin des années 70, vers le milieu des années 70, mais plus réellement à la fin des années 70, une sorte de féminisme implicite. J'expliquerai comment. Puis un deuxième temps, c'est celui de la construction, de l'affirmation du mouvement féministe de la fin des années 70 à 2019. Et 2019, c'est bien sûr l'irruption avec le Hirak, une réactivation des actions de rue, en particulier, de la visibilité des collectifs et surtout de la visibilité de toute une tendance de jeunes féministes qui existait avant 2019,
c'est à peu près le même processus que pour la génération précédente de 1970 qui existait avant, mais qui s'affirme publiquement à la faveur du Hirak. Donc, pour parler de ce sujet, je vais plutôt choisir les points de jonction vus à travers deux points. D'abord, le contenu des revendications et deuxièmement, les formes d'action. La première partie, pour comprendre ce qui s'est joué, c'est ce que j'intitulerai l'indicible et l'inaudible. Parce que très vite, on va se rendre compte, et il y a des traces maigres malheureusement, qu'il y a un problème de ce qu'on dit de la femme algérienne, mais qui est refoulé, occulté. Et c'est ainsi que, par exemple, des moudjahidettes interviewées, elles sont en même temps députées à la nouvelle Assemblée nationale en 1963. Elles disent le problème de la femme algérienne est un faux problème. Malheureusement, je n'ai pas le temps ici d'expliquer comment il tire ses racines aussi de la période antérieure coloniale, mais bon, on comprend pourquoi. Elle dit c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est le problème de la scolarisation des filles et du travail des femmes. Pourtant, donc la période de cette indicible, inaudible, qui s'étend jusqu'aux années 70, est maniée d'événements importants, et je vais en citer qu'un seul, c'est la manifestation du 8 mars 1965. Le 8 mars 1965, donc l'Algérie, on dit plus socialisme, on l'a entendu les jours précédents, donc le 8 mars est une date reprise à l'instar des pays socialistes comme Journée internationale des femmes, et il y a un grand meeting qui est prévu. Ben Bella intervient sur la solidarité avec les femmes qui luttent dans les pays colonisés. Et il se fait littéralement chahuter par l'Assemblée des femmes présentes qui disent « Nous, on veut du travail et des droits, on ne veut pas entendre parler des luttes des femmes vietnamiennes, etc. » Ce n'est pas un défaut de solidarité, mais c'est mettre en avant une situation tendue pour les femmes et qui est masquée par le prestige de la lutte de libération nationale à laquelle les moudjahidettes ont contribué. Elles sont visibles. D'ailleurs, elles sont trop visibles parce que c'est des icônes célébrées et donc on ne voit pas le reste du groupe des femmes. Vers le milieu des années 70 et vers la fin des années 70, va émerger à la faveur des mutations sociales qui s'opèrent en Algérie, en particulier une très forte scolarisation qui produit des effets, des femmes qui vont lutter, et avec un objet évident, c'est le code de la famille qui est en suspens depuis des années. 1964, un avant-projet existe, il est enterré. 1966, idem. 1973. J'ai entendu dans les débats hier un intervenant qui disait « Ah, mais c'est grâce à Boumedienne si le code de la famille n'est pas apparu qu'en 1984. » Je rappelle simplement une chose, c'est qu'à partir de 1965, Boumedienne et le Conseil de la Révolution légiféraient par ordonnance. Donc si Boumedienne avait cette vision aussi progressiste des rapports entre les sexes, des rapports égalitaires, eh bien il aurait très bien pu faire ce qu'a fait Bourguiba à l'indépendance, c'est-à-dire promulguer un statut personnel ou un code de la famille suffisamment égalitaire. Donc la parenthèse refermée, dans la transmission, il y a un moment clé qui va être la manifestation des Moudjahidettes en décembre 1981 sur les marches de la Grande Poste. En amont, il y a une rencontre entre ces jeunes femmes qui sont dans des... On se rappelle, en 81, les manifestations de rue ne sont pas autorisées, pas plus que l'existence de groupes et d'organisations en dehors des structures du FLN. Cependant, des groupes informels de femmes existent à l'université, etc. Elles essayent de s'organiser autour de la question du code de la famille.
Et c'est lors d'une des manifestations qu'elles vont rencontrer les Moudjahidines et celles-ci vont prendre à bras le corps le problème. Non, il suffit. Ne manifestons pas davantage devant l'Assemblée nationale. Nous allons parler directement au peuple. Et c'est d'où le choix de la Grande Poste, les marches de la Grande Poste. Ça dit quelque chose, parce qu'en 2019, on va retrouver les marches de la Grande Poste d'Alger, pour s'adresser à l'opinion avec une banderole très importante, halte à la trahison des idéaux du 1er novembre. On a la première transmission. La référence aux Moudjahidettes est permanente dans les déclarations, les écrits de cette génération de nouvelles militantes féministes. Elles veulent acter la légitimité historique de leur combat. La deuxième chose, c'est en luttant contre le code de la famille, leur argumentaire est juridique, mais aussi politique. L'argumentaire est celui-ci. Il ne saurait y avoir un état de droit s'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, égalité consubstantielle à la construction d'un État démocratique, d'un gouvernement démocratique et d'un État de droit. Cet argumentaire est très important. Pourquoi? Parce que toutes les constitutions algériennes qu'on a évoquées hier mentionnent le principe de l'égalité. Et même les dernières années ont été renforcées de plusieurs aspects. L'aspect en particulier sur le travail, la parité entre les mais c'est plutôt des quotas, etc. Donc, en fait, en disant, mais il y a le code de la famille, elles démontrent, elles viennent fissurer, elles viennent apporter un coin dans l'édifice discursif et l'apparence d'État de droit scrupuleux et respectueux des droits humains que le régime algérien tient toujours à se donner. Et le thème du code de la famille, je tiens à le dire, va être repris par les jeunes féministes aujourd'hui. On le voit à travers leurs publications, les réseaux sociaux et ce qu'on a constaté récemment, parce que le 9 juin, c'est la date anniversaire de la promulgation du Code de la famille, donc elles ont pas mal publié sur tous les groupes. Hein. Quand je dis elles, ce n'est pas des individus, je parle des groupes organisés où elles ont dénoncé donc ce texte qui demeure malgré le toilettage fait en 2005 complètement discriminatoire. Le deuxième thème sur lequel elles continuent l'action de la génération féministe précédente, c'est les violences faites aux femmes. Alors, les violences faites aux femmes, ça a été longtemps un thème tabou, bien entendu, comme partout dans le monde, mais l'intelligence collective du mouvement féministe algérien, ça a été de faire en sorte que les violences causées par le terrorisme et les violences dont certaines les femmes étaient particulièrement visées, comme les enlèvements, les viols, les assassinats de certaines femmes qui exerçaient des professions comme enseignantes de français, coiffeuses, même chouefa, voyantes, enfin, des choses comme ça arbitraires. Elles les ont mises en lien, ces violences qui semblaient, oui, je vais aller très vite, qui semblaient être liées simplement à une situation conjoncturelle de terrorisme, elles vont faire le lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui les violences de genre. Je vais juste dire, et donc elles vont continuer avec deux choses, une sensibilité accrue au harcèlement de rue, forcément, c'est des jeunes femmes qui veulent agir dans l'espace public sans rencontrer d'obstacles, et les féminicides. Elles vont apporter tout un travail sur les féminicides. Comme il me reste 5 minutes, je vais parler des méthodes d'action.
Les méthodes d'action, elles partent de principes d'organisation affirmés et maintenus jusqu'à nos jours. C'est l'indépendance du mouvement vis-à-vis du régime, bien entendu, mais aussi vis-à-vis des partis politiques. Ce qui n'empêche pas des dialogues quand la conjoncture l'impose, comme ça a été le cas eh bien, lors du Hirak, où elles vont essayer, je dis bien essayer, ça n'a pas toujours été, malheureusement, ça n'a pas toujours abouti, portant de succès, et elles vont essayer de faire en sorte que les propositions pour une transition démocratique, que pour les libertés de la société civile, le pacte pour l'alliance démocratique ou encore NIDA, elles vont essayer de dire mais attention, une transition démocratique, ça impose le thème de l'égalité. Je voudrais ajouter deux choses. C'est que les manifestations, grâce au Hirak, les manifestations de rue ont repris et qu'il y a eu ce carré féministe qui est l'alliance, justement, et qui est le symbole, l'illustration de la transmission entre les trois générations, puisque dans le carré féministe, on trouvait des moudjahidettes, on trouvait certaines sont parties depuis, on trouvait des femmes de la précédente génération, et enfin les jeunes féministes avec une banderole très symbolique, puisqu'il y avait des moudjahidettes, il y avait Nabila Jahnin, qui est une shahida, on peut dire, une martyre du mouvement féministe, puisqu'elle a été assassinée en 1990, c'était une féministe, présidente de l'association de femmes, et il y a une femme, Amira Mrabat, qui est victime de féminicide. Les femmes, oui, je vais conclure sur le travail que font les jeunes féministes pour les archives, qui est très important, les publications. Je laisse la création artistique et littéraire à Sohaib Labiz, et je aussi la sociologie des jeunes générations à Lydia Hadel. Mais moi, je voudrais conclure sur Machi Wokha. Ce n'est pas le moment. Or, toutes les discussions que les féministes vont rencontrer, aussi bien auprès des organisations constituées, genre partis, regroupement de partis, auprès des citoyens dans les débats, c'est oui, dans le meilleur des cas, on est d'accord avec vous, mais ce n'est pas le moment. Il ne faut pas affaiblir la revendication principale qui est la fin de ce régime autoritaire. Or, le mouvement, ce que je tiens à... Je pose la question et je réfléchis avec vous. Le mouvement féministe se présente avec tous les référents de la culture politique algérienne. Le nationalisme, la lutte pour l'état de droit, bien sûr, la démarche pacifique, mais on lui objecte, encore une fois, la question des priorités qui fut, je le rappelle, qui est une question qui est pendante depuis la lutte de libération nationale et qui se pose encore. Alors, pourquoi, M. Wokha? Merci Fadilette, qu'on aura encore écouté pendant longtemps, mais il faut donner la parole à Lydia. Alors Lydia, d'après ce que j'ai cru comprendre de tes préoccupations, je dirais que tu portes 3 casquettes. L'une qui s'intéresse à l'histoire de l'art au Maghreb, et je renvoie à tous ses travaux, aux travaux qu'elle a réalisés sur cette question. Une question relative donc aux femmes et aux genres, et bien sûr au Hirak. Et c'est ça qui va être question aujourd'hui. Pour Atiba. Bonjour à tous, vous m'entendez? Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie Fabien. Vous m'entendez? Plus fort encore? D'accord. Et le micro peut-être à ton niveau. Je remercie Fabien pour ça permet aussi par la transition avec
Non, on vous entend absolument pas. Peut-être que le micro de Dalila est meilleur, ou alors mettez-le au niveau de votre bouche, ou prenez-le par la main. Voilà. Oui, d'accord. Okay, très bien. Donc, je remercie Fayette parce que ça me permet aussi de faire la transition sur le renouvellement générationnel qui peut questionner aussi. Et j'aimerais juste aussi revenir sur ce stigmate qu'on colle systématiquement au féminisme en Algérie. En Algérie, effectivement, le mouvement féministe reste un mouvement minoritaire, souvent perçu comme un occidentalisme, promu par une frange petite bourgeoise, citadine, francophone, avec tout l'imaginaire colonial qui lui est associé, ce qui en ferait par exemple un ghetto idéologique étranger au pays, à ses préoccupations immédiates, etc. Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu la caricature qu'on se fait aujourd'hui des féministes algériennes et ça ne va souvent pas plus loin. Et je pense que ça serait aussi intéressant aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle les études post-coloniales par exemple, d'analyser en fait cette répulsion épistémologique pour tout ce qui a lien avec les droits des femmes, le féminisme qui serait, comme dirait l'autre, un épervier du néocolonialisme. Donc l'histoire, comme l'a rappelé Fayette, du mouvement féministe s'inscrit dans la longue histoire. C'est une histoire riche, c'est une histoire longue, qui s'est faite autour du mouvement associatif, des ONG également plus tard. C'est un mouvement assez hétérogène. On retrouve des féministes plutôt nationalistes, certaines ont des sensibilités plus de gauche ou d'extrême gauche. Le féminisme algérien s'est historiquement inscrit dans une démarche séculière, plutôt universaliste au départ. Donc, encore une fois, c'est un mouvement hétérogène, bien qu'on l'associe aujourd'hui à la famille politique dite progressiste ou moderniste, même s'il faut aujourd'hui interroger ces appellations. Voilà. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, même au sein des nouvelles générations, la lame de fond, ça reste vraiment le légalisme. Donc la démarche des féministes algériennes est vraiment légaliste, juridique et politique également. Et cette oppression du fameux code de la famille qui a aujourd'hui 38 ans agit vraiment comme un verrou en fait, et on a l'impression que sans l'abrogation de ce code, il n'y a pas de saut qualitatif vers une amélioration des conditions des femmes algériennes en général. Donc l'abrogation du code de la famille a été instituée en 1984 du temps du parti unique, puis réformée par l'ordonnance présidentielle en 2005, et évidemment il est perçu comme un code de statut personnel qui renvoie les femmes algériennes au statut de mineur à vie. Et c'est dans ce sens que le droit algérien, qui est tributaire de la tradition sunnite malékite, les matières du statut personnel sont solidaires des références religieuses. Et tandis qu'on assiste à une sécularisation du droit dans d'autres domaines, soit dans le commerce, dans le droit pénal, ça bloque au niveau des droits des femmes, qui sont encore régis par un corpus juridique de plus de 200 articles qui reprennent la plupart des positions islamiques orthodoxes, surtout en matière de droit familial et successoral. Donc bien que le premier code datant de 1984 ait été amendé en 2005 comme dans la PPL, il continue d'instituer et de consacrer l'inégalité juridique entre les sexes en confortant la femme dans sa condition de subalterne, toutes catégories sociales confondues. Et là encore, c'est assez drôle parce qu'on essaie à chaque fois de mettre en concurrence les femmes en signalant qu'il y a des femmes pauvres, etc. Mais si on prend par exemple l'exemple de l'héritage, s'il y a bien des femmes qui pâtissent de cette inégalité, c'est les femmes les plus défavorisées socialement, c'est les femmes prolétaires, etc., qui pâtissent le plus de ces inégalités. Donc les militants féministes et progressistes en général s'accordent pour dire que la solution est dans l'abrogation du code de la famille, ainsi que dans l'application stricto sensu de la Constitution, qui est censée conférer aux femmes les mêmes droits que leurs concitoyens masculins. L'article 31 de la Constitution, les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droit et devoir de tous les citoyens et citoyennes. Donc je vais passer sur les séquences historiques. Donc, on a une linéarité des séquences historiques qui fait succéder la période coloniale. Les premières définitions nationalistes, il y avait des sections femmes par exemple au sein du PPA et PLD, les événements de 88, l'ouverture démocratique, la décennie noire, post-guerre civile, et puis le Hirak comme une continuité des luttes, même s'il faut aujourd'hui interroger cette continuité et voir s'il n'y a pas aussi des moments de rupture. Et là, le Hirak apparaît comme une école de la citoyenneté, comme le mouvement féministe s'inscrit comme une révolution dans la révolution, c'est un mouvement de bascule. Et l'un des premiers acquis, il me semble, du Hirak, c'est vraiment d'avoir imposé la terminologie féministe, l'appellation féministe, et l'assumer tout en prenant soin de respecter les agendas d'autrefois. Donc encore une fois, il y a certaines personnes qui essaient de mettre en concurrence
militantes femmes qui militent pour la démocratie, etc., et les militantes féministes qui constituera un ferment de la division. Là encore, je pense que les militantes féministes sont assez stratèges pour ne pas imposer ce label féministe à toutes les femmes et qu'il y a des agendas spécifiques qu'il faut respecter. Et comme l'a rappelé Gabriel, vraisemblablement, il ne saurait y avoir de démocratie sans égalité entre citoyens et citoyennes, et pas d'égalité citoyenne sans démocratie. Et pour résoudre cette équation, il serait utile de rappeler que la démocratie n'est pas une vulgaire arithmétique qui donnerait le droit aux gagnants d'écraser les parents dans une approche strictement électoraliste. La démocratie impliquerait donc que l'on puisse nous entendre collectivement sur un certain nombre de préalables, à même de garantir le vivre ensemble, la paix civile, l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, les libertés publiques et individuelles, et sans ce cahier des charges, l'aspiration à une démocratie aurait toutes les chances de se transformer en tyrannie de la majorité. Donc pour l'heure, le discours dominant au sein du Hirak assimile la démocratie à une feuille de route, qui reléguerait les doléances corporatistes, idéologiques ou sociales au second plan. En refusant d'inscrire la question féministe à l'ordre du jour, les tenants d'une hiérarchisation des luttes au sein du Hirak reproduisent exactement les réflexes autoritaires des États nouvellement indépendants qui, à l'époque, avaient confisqué les libertés individuelles et collectives de la population au nom de la primauté du développement sur la démocratie. Et de ce fait, cette espèce d'étapisme liberticide consiste à réduire la démocratie à une finitude et non pas une pratique de tous les instants, exerce un déni de citoyenneté à l'endroit des féministes et il me semble des femmes en général. Donc le féminisme dans le cadre du Hirak, que ce soit au sein des pionnières ou des nouvelles générations, est un féminisme revendicatif avec un idéal égalitaire qui s'articule aux politiques et sociales plus globales. Donc il y a vraiment cette idée de convergence des luttes, d'intersection, avec évidemment à côté, en même temps, parallèlement et simultanément, l'exigence d'un niveau de droit à la démocratie. Donc par exemple, pour illustrer cette inclusivité en fait, du mouvement féministe, il y a des campagnes de solidarité, par exemple, pour les victimes d'opinion, etc. Les féministes ont été de tous les combats, donc je ne peux certainement pas leur reprocher leur entre-soi. Donc elle dénonce par exemple les violences policières, elle se solidarise avec les victimes d'opinion, fustige les conditions de détention des prisonniers politiques et les atteintes à la liberté d'expression. La démarche des féministes se doit inclusive dès lors qu'elle se positionne en tant que citoyenne d'un pays où l'arbitraire n'est pas une personne. Cette position leur permettra notamment de neutraliser toute suspicion d'indignation collective. Et là, on assiste vraiment à un paradoxe au sein que ce soit des militants du Hirak, pseudo-progressistes conservateurs, il y a un véritable paradoxe parce qu'on accuse le mouvement féministe de division alors que c'est celui qui endosse toutes les luttes. Il se positionne en faveur de l'égalité sociale, du changement institutionnel, de la décriminalisation, de la liberté d'expression, etc. Donc il y a un véritable paradoxe d'en vouloir au mouvement le plus inclusif d'être facteur de division. Il y a encore un autre paradoxe qui découle de cette vision, c'est que les mêmes tenants de cet étapisme, du changement par le haut institutionnel, s'inspirent des démocraties libérales avec toute l'idée de séparation des pouvoirs, etc. Sauf qu'en démocratie libérale, il y a une égalité juridique entre les hommes et les femmes. Et donc là encore, le Hirak agit comme un révélateur des dynamiques sociales et constitue en fait une opportunité historique en termes de visibilité des femmes, en termes d'organisation des femmes autour de ce mouvement. Donc il y a différents enjeux, notamment celui de la mobilité, notamment le vendredi, avec une réappropriation des rues, de l'espace public. Et si le Hirak comme espace public et politique a cédé à une forme de reconnaissance au mouvement féministe, cette concession ne vaut pas adhésion. Le mouvement semble au mieux comme légitime, mais absolument pas prioritaire. On assiste également à une décentralisation des initiatives, parce qu'on aurait tendance à penser que tout se passe à la Grande Poste, à Alger, alors qu'il y a des collectifs qui activent ailleurs. Il y a le collectif, par exemple, de l'indépendant des femmes de Djeria, le collectif des femmes de Constantine. Et là encore, on a l'impression que les féministes restent infréquentables, radioactives, même au sein de l'opposition démocrate, parce que ni le régime, en fait, ni l'opposition regroupée au sein du Hirak ne semblent trouver un intérêt à les récupérer, car elles ne pèsent pas grand-chose dans le rapport de force, et elles agiraient comme un repoussoir pour créer des alliances plus fortes. Et donc là, ça peut constituer à la fois une force et une faiblesse pour les féministes. C'est une faiblesse parce qu'elles peuvent se retrouver isolées, mais je pense que c'est une force parce que ça garantit, comme vous disiez, leur indépendance et donc leur autonomie, pour échapper à un certain féminisme d'État aussi qui aurait pu les récupérer. Et là aussi, je pense aussi au mouvement féministe qui s'est déployé dans la diaspora, que ce soit en France ou ailleurs, et qui construit
construit des ponts entre les différentes militantes. Donc là aussi, pour la transmission, il y a toute une légitimation à travers la figure de résistance, notamment à travers le carré féministe qui a été initié le 22 mars 2019, qui rassemblait les militants féministes sous une même bannière. C'était une action autogérée et non partisane autonome, portée par l'initiative Femmes algériennes pour le changement et l'égalité, FAS. Et donc certains de ces membres sont issus du mouvement associatif, comme le réseau SILA, et FAS sont également des étudiants, des militants, des intellectuels, et dans leur communiqué qui prend la forme d'une démonstration pédagogique, les premières signataires prennent position en faveur du Hirak et articulent la lutte anti-régime et la lutte pour l'égalité. Donc à partir de cette date, le carré féministe manifeste au niveau du portail de la fac centrale d'Alger, de rue du Bechmoral, et dans une logique de transmission des luttes entre les aînés, les pionnières en quelque sorte et les héritières, elle brandit une banderole composée des figures de combattantes contre le colonialisme, le terrorisme et la violence patriarcale. Donc il y avait la femme Soumal, Hassiba Mbouali, Bayat Oumami, Nabil Jahmi, Samira Petayal, Amina Marouf qui a été brûlée vive dans une rue en 2016. Et cette stratégie de communication sert à affirmer la légitimité historique de la lutte féministe et à l'inscrire dans une filiation rebelle et révolutionnaire. Donc là, on remarque qu'il y a toujours une tentative chez les féministes d'imposer une forme de respectabilité militante. Il y a toujours cette injonction à être légitime, respectable, et ça ne suffit pas. Le 8 mars 2021, il y a encore eu 2020 des altercations entre les militantes féministes sorties et manifestées pour le 8 mars et les militants sortis pour le Hirak. Donc il y a encore des tensions. Et parfois, on se demande si les féministes ne gagneraient pas à couper le cordon, quitte à affirmer leur égalité, à ne pas à chaque fois se raccrocher à des justificatifs. Et donc, pour ce qui est des renouvellements générationnels, donc, qui représentent un nouveau souffle, donc il y a la continuité mais de rupture. La sociologie des militants est plus diversifiée. Par exemple, on remarque de plus en plus de féministes qui portent le voile. Certaines sont religieuses, pratiquantes, d'autres sont athées, arabophones, anglophones. Il y a une massification scolaire qui a permis aussi à de nombreuses femmes de lire les travaux féministes, etc. Certaines sont plus aujourd'hui libérales, s'inscrivent dans un féminisme plus libéral. Certaines sont de gauche ou d'extrême gauche. On dirait que le féminisme aujourd'hui gagne aussi en inclusivité, mais en radicalité, parce qu'on sort aussi du dogme du modernisme. Il y a aussi l'influence des études post-coloniales, décoloniales. On essaie de déconstruire tout ça et d'apporter un nouveau souffle avec une influence évidente à un féminisme plus international, intersectionnel, post-MeToo. Donc il y a des facteurs locaux, mais également dynamique internationale, qui sort un peu du féminisme mainstream occidental et qui apporte aujourd'hui un regard critique sur un certain féminisme occidental qui a eu tendance à infantiliser les femmes du Sud et d'en faire des femmes à sauver, comme si elles ne pouvaient pas se prendre en charge elles-mêmes. Donc il y a de nouvelles questions qui prennent le pas et je conclurai sur ça. Donc il y a les questions du corps, du genre, des libertés individuelles qui reviennent en plus de la revendication juridique. Il y a des questions plus clivantes comme celle par exemple de la non-mixité, de la sororité, du rapport aux hommes qui devient un peu... qui change aussi. Nous assistons également à une réappropriation du combat au sein des nouvelles générations, qui en vient à le radicaliser, par exemple, en se définissant comme féministe radicale et en explorant des questions, par exemple, comme la question du rapport au féminisme, à l'institution policière, à la justice punitive, à l'éternation, etc. Donc là, Internet, par exemple, devient un terrain de lutte à part entière. Ça implique aussi du cyberharcèlement. Il y a différents projets, ça y est, elle a cité le projet des archives des femmes des luttes des femmes algériennes portées par Awal Hawati, Sadia Gassem et Lydia Saïdi. Il y a le journal féministe algérien, il y a la page contre les féminicides, qui est un projet bénévole et indépendant qui permet de géolocaliser les féminicides qui est porté par William Anglès et Naïm El-Mouassi. Il y a les archives numériques des femmes, qui est un projet citoyen, donc participatif, indépendant, qui permet de numériser toutes ces archives. Et il y a par exemple la revue La Place, qui a été un peu la première revue en contemporaine féministe, avec les éditions motifs portées par Manon Abali, qui explore des questions de numéro 0, qui explore des questions un peu clivantes aujourd'hui encore, comme la maternité, qui est abordée par Salah Haider. Et je conclurai vraiment sur ça. Donc il y a des influences étrangères très positives, avec des solidarités. Il y a la vidéo chilienne qui dénonçait le viol qui a été reprise par des militants comme Taylor. Il y a une pétition qu'on avait portée avec des amis en solidarité avec le mouvement féministe palestinien Al-Haraï. Donc il y a des ponts qui sont transnationaux. Donc je pense qu'il ne faut ni tomber dans le jeunisme en estimant que tout a été évoqué, que ça table rase du travail fait par les générations précédentes, ni dans la nostalgie qui évacuerait tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc les féministes algériennes marchent toujours sur un fil conducteur.
aussi des faits qui se font avec les mouvements de femmes qui ne se disent pas féministes. Je pense par exemple à une association comme nous, qui œuvre pour la protection de l'enfance et des femmes, qui est une association plutôt de tendance conservatrice, mais il y a eu une espèce de concertation avec les CIDEF, avec le plaidoyer de Nadia Ektaï, pour l'abrogation de l'article 66 qui interdit aux femmes divorcées d'obtenir la garde de leurs enfants, de la garder si elles se remarient. Et là, on voit bien qu'il y a des partenariats à faire entre le champ des droits des femmes en général et le mouvement féministe qui reste décloisonné contrairement à ce que nous dit. Merci pour ce beau tour d'horizon. Et j'allais dire, ça m'a fait penser que vous avez en face de vous physiquement la représentation de l'évolution du féminisme. Sohail m'a demandé de commencer, de lui céder mais avant de lui céder la parole, de lire un de ses poèmes. Toujours ce sera veille de vendredi. Tu iras te coucher dans le fertile limon de nos cauchemars. Les insignes de l'uniforme piqueront le tissu de tes rêves de stratège. Nous serons multiples, nous serons multitudes, nuées à ta fenêtre. Le sommeil te fixera par-dessus l'épaule de l'espoir revenu. Toujours, ce sera veille de liberté. Donc je vais donner céder la parole à Suad en troisième temps, qui est à la fois romancière, traductrice et poétesse. Vous avez eu là un exemple de sa poésie. C'est une poésie qui travaille sur la sobriété des mots et des formes littéraires et qui est tout à fait percutante. Je vous conseille vivement d'aller lire ses ouvrages. Là, tout de suite, elle va vous lire un texte qu'on pourrait appeler une nouvelle. Voilà. Vas-y, je te cède la parole. Bonjour, merci d'être là malgré l'heure de ce début de week-end. Il faut glisser nu sur la rampe du temps, enfiler la chemise de l'aïeul. Il faut glisser nu sur la rampe du temps, enfiler la chemise de l'aïeul pour comprendre. Waldia franchit le seuil du gourbi. Ses yeux s'habituent à l'obscurité. Ses jambes connaissent la distance jusqu'au filier barbare aux abords du hameau. Elle se retourne et ne voit pas Rania. La silhouette de la jeune brune, éclairée par une bougie, pourrait être celle d'une fillette à peine pubère. La jeune fille finit de s'envelopper la tête et les épaules sans réussir à nouer la vieille couverture du savon de châle. La lueur, au fond, éclaire le profil emmitouflé de la vieille Mbaka. Le nourrisson emmailloté sur son giron s'est enfin endormi. Les jambes de l'aïeul continuent à bercer le petit corps. La voix étouffée de Waldia parvient de l'extérieur. « Zébé, dépêche-toi, le jour se lève. Qu'est-ce que tu fais ?» Le croissant de lune n'éclaire pas le rayon pris par les deux femmes. Ce qu'elle croit être un raccourci s'avère plus abrupt que le sentier menant au pied de la colline, le seul praticable après les récentes averses. Le jour
malgré les craintes de Wardia, est aussi loin que la ville coloniale, à près d'1 heure de marche. Le détour pris par la belle-mère s'avère touffu. La broussaille entremêle ronces et arbustes épineux, écorche les chevilles et les mains de la route. Leurs vêtements n'échappent pas aux griffes de la végétation de la garrigue. Wardia décoiffe le bas de sa longue robe accrochée aux ronces. Il est trop tard pour retrousser chemin. L'aube est imminente. Elles savent qu'elles ne peuvent pas retrouver le sentier. Il vaut mieux avancer, éviter d'être aperçues par les militaires du barrage. En quittant le fourré, elles aperçoivent un barrage sur la route, des barbelés et des engins militaires, des Français ou des Allemands, des militaires qui se ressemblent, des Roumis qui ne parlent pas l'arabe, des étrangers à qui elles n'ont rien à dire. Les chiens du barrage aboient, mais la distance qui les sépare des fugitives est suffisante pour les semer. Au pire, il suffit de lancer des pierres pour les éloigner. Les 2 femmes ont l'habitude des chiens errants, elles savent les faire reculer. La jeune brune reconnaît le français à sa tonalité différente de la langue des nouveaux soldats, adversaires des maîtres du pays. Des hommes à éviter, comme Genoul qui l'épie quand elle s'isole derrière un buisson. Wardia franchit enfin le dernier obstacle avant le bitume, un fossé dissuasif de la profondeur d'une tranchée. Elle se laisse glisser sur les fesses, remonte de l'autre côté en s'accrochant à la végétation humide. Malgré le poids sur le dos, la belle-mère est rapide. Les 2 femmes longent la route, l'échine baissée, gardent une distance avec le bord goudronné qui pourrait résonner sous les semelles en caoutchouc. Le barrage militaire et les chiens s'éloignent. Derrière elles, la falaise se dresse intraitable, droite comme un alif, séparant la ville des colons de la Mechta, accrochée au versant nord de la colline. Le bitume ne soulage pas les chevilles. Rania avance en se mordant la lèvre, fait une halte avant de traverser la grande route, frotte ses semelles contre la borne kilométrique. La motte de terre se détache. Loin devant, Wardia aborde un virage. Rania renonce à la hêler. Le soir n'attend personne aussitôt. Le rideau de la boulangerie est encore baissé. Une lueur filtre du fournil à l'arrière du magasin. Le boulanger enfourne un plateau de pain, probablement le dernier de la journée. Le rationnement inclut désormais la farine. La guerre n'est pas qu'en France. Les restrictions alimentaires non plus. Le plus dur est derrière. Personne ne les a vus quitter la Mechta, excepté la chatte qui a poussé un miaulement plaintif. Maudite chatte. Le chien n'a pas aboyé, mais les a suivis jusqu'à la haie du figuier barbare. Rania le chasse d'un coup de pied et d'un « va-t'en ». Elle s'apprête à ramasser un caillou, le chien détale dès qu'il la voit se baisser. L'animal connaît ce geste qu'ont les humains de la Mechta. La traversée du bois inquiète la jeune fille. Les sangliers et l'esprit des lieux n'aiment pas être dérangés la nuit. Elle accélère malgré la douleur dans les chevilles. Il faut rattraper tante Wardia qui connaît la forêt. Les jambes de la belle-mère sont des roues. Comment fait-elle? D'où lui vient cette rapidité alors qu'elle porte la petite? Les yeux de Rania fixent le dos qui porte l'enfant emmailloté. Les secousses régulières semblent la bercer. Wardia s'enfile parmi les frênes et les eucalyptus sans regarder où elle pose le pied. La marche dans le bois lui semble aisée après la broussaille d'en haut. Cette nuit-là, la forêt et ses habitants se font discrets, intrigués par la visite singulière des 2 femmes. Ce ne sont pas des sorcières venues communier avec les djinns. La misère se lit sur le visage de la jeune fille et le dos courbé de tante Wardia. Ces 2-là viennent pour une raison suffisamment grave pour oser défier l'obscurité et le barrage militaire. Elles atteignent l'orée du bois. L'aube reste discrète. « Attends-moi !» La voix de Rania a du mal à émerger. Elle se racle la gorge et reprend. Wardia s'exaspère. «
Non. Le jour se lève, grouille-toi. Walia répond sans se retourner. Attends-moi, j'ai perdu ma chaussure. Quoi? Je voulais te rattraper d'abord, tu vas trop vite. Quelle gourde, presse-toi, le jour se lève. On risque de croiser les chasseurs et les chiens. Walia s'arrête essoufflé. On profite pour réajuster le bébé sur le dos. Le ton de sa voix prouve bien sa détermination. Rania sait qu'elles ont franchi le seuil de non-retour. Poursuivre sans état d'âme, atteindre la rive de l'Oued. Elle n'a pas son mot à dire. C'est l'attente qui décide. Elle ne sait plus comment l'appeler depuis qu'elle est devenue sa belle-mère. L'automne ne réussit pas à chasser l'été. Le fond de l'air reste doux. Il n'y a pas de champignons sur le chemin, ni d'escargots. Les roulis de la ville coloniale ont dû les ramasser la veille, après les averses. La femme s'appuie contre un chêne centenaire, des glandes gisent autour d'elle, elle ne les ramasse pas. Rien ne doit la détourner de son objectif. Elle siffle entre les dents, les douleurs lombaires reviennent chaque fois qu'elle s'arrête. Continue à marcher pour tremper la douleur. L'enfant n'est pas lourde comparée au fardeau de bois que la quadragénaire transporte d'habitude. Elle aurait pu ramasser quelques glands, mais se baisser est un risque supplémentaire de se coincer le dos. Rania rebrousse chemin, retrouve la chaussure accrochée à la souche d'un arbre foudroyé, une botte en caoutchouc découpée en sabots. Avant de finir de la chaussée, elle rejoint Rania en clopinant. Elles reprennent la marche parmi buissons et roches. La garrigue n'est pas accueillante à cette heure ambiguë. Les pans des longues robes frôlent le romarin et le thym, soulevant des parfums de décoction contre la toux et toutes les douleurs du soir. De là où elles sont, elles ne peuvent plus entendre les cloches de l'église, mais la rumeur de l'eau se rapproche, la rive est quelques mètres plus bas. Walia accélère en abordant le dernier sentier pentu avant l'oued. Arrivée près d'une taupinière, elle perd l'équilibre, se relève en frottant les mains. La chute de la femme réveille le nourrisson. Les pleurs se heurtent au dos de la belle-mère, qui se retourne. La garrigue est déserte. Les cris ne peuvent atteindre la ville. Rania se dépêche, alertée par les pleurs. « Passe-la moi, détache-la. »« Pourquoi faire ? » ?»« J'ai une montée de lait. Je vais l'allaiter. »« Ah bon ? T'as du lait maintenant. Garde-le pour ton fils. Inutile de le gâcher. »« J'ai du lait, je le jure. Regarde la tache sur ma robe. Ta poitrine est sèche, comme les yeux d'une vieille. Tu radotes. Avance. »« Je le jure, j'ai une montée de lait. Regarde, je ne mens pas. Trop tard. Allez, avance. Il fait jour. » Rien n'arrête la belle-mère. La pente glisse sous ses pieds. Ce n'est pas le moment de fléchir. Les pleurs dans son dos s'amplifient. La petite s'étrangle par moments. Elle a faim. La femme se déchausse près de la roche qui sert de planche aux lavandières, dénoue le linge attaché autour de la taille. Ses gestes reproduisent une technique millénaire. Le mois de novembre offre un nouveau printemps. Les paysans redoutent une nouvelle sécheresse. Les pleurs s'interrompent quand la femme saisit le petit corps emmailloté. Le visage du nourrisson est rouge. La mère reste en retrait, la main sur le sein douloureux. L'auréole sur la robe est une preuve de sa bonne foi. Elle a du lait, sa poitrine n'est pas sèche. Ses yeux n'implorent pas. Ils fixent seulement le jujubier au bord de l'eau, près de la grande roche blanche où se tient la belle-mère. « L'eau est glacée, aide-moi vite, je vais glisser, vite !» Rania ne répond pas. Yeux fixés, chevilles brûlantes. Un liquide chaud coule le long de ses jambes. Elle se souvient des confidences des cousines plus âgées. C'est le retour de couche. L'enfant hurle de la voix des premiers jours. Elle a faim. D'habitude, c'est le jumeau qui crie, comme pour couvrir la voix de la jumelle affamée elle aussi. Mais lui ne doute pas. Il sait que ses cris seront entendus. Lui sait que la lutte pour le lait maternel le donne vainqueur sur sa jumelle. Les chaussures glissent des pieds, se dirigeant vers la roche où se tient la belle-mère accroupie, l'enfant à bout de bras. Pour Ania, la scène a quelque chose de déjà vu, une bribe de rêve de la nuit agitée qui prend fin au bord de l'oued où l'eau reste rare. La douleur dans le sein gauche s'amplifie, gagne le ventre et les mollets. Approche, prends-la, vite, j'ai une crampe, prends-la, fais-le toi. Moi je pourrais pas, je t'en supplie.
Regarde, j'ai du lait, ça mouille ma robe, regarde. Pense à ton fils. Comment je fais? Je peux pas. Retourne là, ne la regarde pas. Allez. Les pleurs diminuent d'intensité. L'eau de l'ouette est limpide à un point obscène. Rania croit défaillir au moment où l'eau recouvre le petit corps emmailloté. Les pieds enflés de la jeune mère glissent vers le bord submergé de la roche. La main gauche s'agrippe à une branche basse. La droite harponne un bout de tissu, saisit l'enfant emporté par l'ouette. Un râle s'échappe de la gorge de Rania. Elle ignore la source de cette force soudaine. Elle prend conscience d'avoir franchi un seuil redoutable. Ce n'est plus une fillette, ni une jeune fille pubère. Rania appartient désormais au monde terrifiant des femmes. Ce n'est plus une bru qu'une belle-mère peut diriger, ni l'orpheline offerte au cousin parti à la guerre de Moumi. Une fraction de seconde s'écoule, instant d'éternité, qui fait frémir les feuilles du jujubier tout proche. Les pluies insignifiantes de la veille ont provoqué un glissement de terrain autour de la machta, mais n'ont pas rempli le lit de l'oued, asséché par les mois d'été. C'est un miracle. Rania sait qu'elle n'a pas donné la nouvelle-née à l'eau de l'oued. La petite lui a échappé des mains. Elle tire le corps emmailloté vers elle, se redresse, l'enfant contre la poitrine. Elle court comme jamais elle n'a couru. Ses jambes renouent avec l'énergie des aïeuls poursuivis à travers le champ. Dans sa course, Rania marmonne une prière, invoque Imam Zrikan, sainte patronne protectrice de la région. La petite bouche suce l'auréole du lait sur le tissu imbibé. La mère libère le mamelon par la force de sa dépa. Lorsque Rania atteint l'entrée de la ville coloniale, les lampadaires sont éteints. Le boulanger déroule le rideau métallique du magasin. Elle s'esquive avant d'être surprise dans cette étrange posture, vêtements mouillés et nourrissons accrochés au sein. Elle aimerait s'approcher de la boulangerie de Berger, dévorer l'odeur du pain chaud qui traverse la placette, s'en nourrir pour le reste de la journée. Ce pain-là ne lui est pas destiné. La rue n'a ouvert qu'un volet, c'est la maison du garde champêtre. Walia tente de la rattraper. Dieu te maudisse, fut du péché, de la haram. Attends-moi, attends-moi. Rania ne répond pas. Elle n'entend que les battements de son cœur audibles depuis le barrage à l'autre bout de la ville. Les pans trempés de la robe et l'eau dans les chaussures ne l'empêchent pas de courir. La petite bouche suspendue au sein, tête sans relâche. Elle aussi vient de franchir une étape en l'absence du jumeau. C'est un miracle. Tout ce lait au bout de l'aventure à travers bois. Le regard de la jeune mère à la détermination d'un félin transportant son petit par la peau de la nuque. Rien ne l'arrête. Elle reprend ses esprits en apercevant le figuier barbare. La chatte vient à sa rencontre, pousse une plainte singulière. Rania saisit qu'elle ne va pas tarder à mettre bas. La précédente portée a disparu. La jeune mariée craint cette chatte depuis qu'elle l'a vue dévorer ses petits. Elle sent une fatigue ancienne, une lassitude millénaire l'étreindre quand elle aperçoit le jumeau bercé par Mbaka. Y aura-t-il du lait pour lui? L'enfant qu'elle serre contre son sein n'a pas de prénom. À quoi bon la nommer? Elle la dépose sur la couche étalée sur une peau de mouton à même la terre battue. Le linge enveloppant le corps n'a pas eu le temps de sécher. L'enfant miraculé dormira longtemps, sans gémir, le front déplissé et les poings fermés sur le pouce. Elle n'est pas réveillée par le bombardement de la ville coloniale, traversée plus tôt. Les sirènes n'ont pas sonné l'alerte. Les chasseurs anglais survolent la ville au ras des toitures, décoiffent les arbres du square. La falaise séparant la mechta de la ville absorbe les hurlements des témoins qui passent près de la boutique de Roméi, le photographe. L'enfant a plus de chance que les habitants des rues Picardie et Ducrot. Elle échappe à la mort 2 fois le même jour. Plus de chance que le père qui ne revient pas du front, là-bas, chez les Roumis en guerre. Merci. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec ce micro.
est-ce que pour que les gens de Zoom entendent, est-ce qu'il faut le balader? Est-ce qu'on peut, ou alors les gens viennent, non, c'est un peu compliqué comme. Nous avons changé de salle ce matin. Donc, quel micro vous parlez? Non, vous allumez, il ne s'allume pas. Et non, là, il est tout. Ah, ça y est. Ça marche? Alors, si Madame la Présidente le permet, parce que tout à l'heure, la remarque que j'ai faite, elle n'est pas passée sur Zoom. Je voulais répondre à votre première remarque pour le peu de consistance de ce panel femmes. Donc, j'ai dit à quel point pour nous, on y tenait absolument et que malheureusement, il y a eu comme une petite malédiction de désistement répété pour ce panel. Et il y avait une chose, j'ai voulu limiter strictement ce colloque aux académiques et je dirais et aux apparentés. Il y a beaucoup d'activistes sur la question féminine, sur la question des jeunes. J'ai voulu éviter les gens activistes qui n'ont pas de production intellectuelle académique, parce que ça nous aurait ouvert sur la nécessité de rentrer dans des équilibrages politiques, etc., etc. Et je voulais éviter cela, et je voulais éviter qu'on puisse nous reprocher voilà, de faire un discours politique sur telle ou telle sensibilité. Et c'est pour ça que je présente mes excuses à beaucoup d'amis que je connais personnellement, etc., qui sont très actifs sur cette question, mais qui sont dans le mouvement associatif. Je sais que, oui, j'ai frustré beaucoup de personnes, etc., mais c'était un choix pour éviter. Il a été déjà très difficile de réunir beaucoup de personnes de sensibilité académique, politique et personnelle différentes, et que si on avait ouvert sur le champ associatif, ça voulait dire le champ politique, et on serait peut-être rentré dans des turbulences qu'on n'aurait pas pu maîtriser. Donc voilà mes excuses doublement pour effectivement ce panel qui est le plus maigre, et aussi pour toutes celles qui sont vraiment au-devant du combat sur la question des femmes, et que par choix je n'ai pas invité. Mais alors qu'elles ont toute légitimité à parler sur cette question. Merci bien. Bon, je crois qu'on va rentrer dans le débat tout de suite. On peut prendre d'abord 3 questions dans la salle, et il y a une question sur le net. Donc, bonjour, j'ai une question pour Madame Lalani et Madame Haddad, une question de Madame Labis et vous-même qui vous répondre. J'avais une question sur le féminisme dans le monde arabe, en fait, donc à l'échelle plus macro-régionale. Je voulais savoir, est-ce que le féminisme algérien s'est inspiré d'un féminisme dans le monde arabe? Est-ce qu'il a inspiré d'autres féminismes dans le monde arabe? Est-ce qu'il a émergé en premier, au milieu, en dernier? Donc voilà, c'était plus une approche régionale, parce que vous avez insisté sur Madame Lalani sur la dimension spécifique du féminisme algérien, par exemple, par rapport au féminisme français occidental, et vous, Madame Haddad, vous avez insisté sur la dimension transnationale à la fin du féminisme algérien. Donc c'était ma question. Il y a des gens qui il y en a 3 là. Bonjour, merci beaucoup. Merci à la Labis pour ce magnifique dossier. Je suis vraiment émue, mais du coup, je vais me poser des questions un peu dans le même sens que Karina, par rapport au pont, du coup, parce que j'avais entendu qu'il y avait des ponts avec les féminismes palestiniens. Je voulais savoir s'il y avait des ponts avec les féminismes libanais et égyptiens. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec mon autre question, mais c'est vraiment une question, et je sais les sensibilités, j'ai besoin des sensibilités des uns et des autres. Est-ce qu'au sein du féminisme algérien ou de certains mouvements, on a mis en avant que ça pourrait être opportun d'avoir un effort d'interprétation des textes et de la norme religieuse pour passer outre article
de l'islam religion d'État et pour passer outre les réserves faites à la CEDO qui sont appuyées par cet article en fait en disant est-ce que cet effort d'interprétation ou d'aller voir dans d'autres sources comme l'ont fait les sunnites libanaises, je sais que c'est différent parce que le professionnalisme là-bas, est-ce que ça existe? C'est des questions qui se sont posées et j'imagine qu'il y a des argumentaires contre, je le sais bien, mais est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup. Une troisième question. Et alors moi aussi, je vais vous remercier pour les interventions qui étaient tout à fait intéressantes. Et je vais poser une question qui est plus sociologique, donc ça va davantage se tourner vers Fariel. Vous avez parlé notamment d'un féminisme qui touchait quasiment tout le monde, mais est-ce qu'on ne pourrait pas néanmoins distinguer une figure archétypale et voir si elle n'a pas évolué dans le temps, dans le sens où on pourrait distinguer une classe sociale, ça toucherait peut-être davantage les jeunes? Voilà, c'est ma question. On va faire des premières réponses, parce qu'il y a encore une question sur le net. Oui, juste une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis sur le droit à l'avortement, hein, qui est absolument incroyable. Donc, ceci me permet de poser la question, parce que je trouve qu'il y a quand même une relation avec le viol. Où j'aimerais, les données statistiques en Algérie étant ce qu'elles sont, est-ce que, vu votre expérience, est-ce que vous avez des données, je dirais pas précises, mais est-ce que vous avez une idée sur, est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur le viol? Est-ce que vous avez des remontées, même officieuses, du terrain? Et bien sûr, on sait que le traitement de celle-ci, c'est un autre sujet. Voilà, je voulais juste vous poser cette question sur le viol en Algérie et les données qui viennent du terrain. Merci. Merci à vous. La question. Alors, on a plusieurs questions en ligne. D'abord, déjà, tout le monde vous remercie pour vos contributions et pour la qualité de celles-ci. Et du coup, sont émus aussi par le récit qu'on a eu à la fin. Donc, la première question pour Gabriel. 60 ans de lutte des femmes depuis l'indépendance, vous avez révélé la question de l'indépendance des organisations de femmes vis-à-vis des institutions de l'État, des partis et des différentes forces de pression religieuse, financière et idéologique. À votre avis, et selon votre expérience, quel est l'obstacle majeur qui a empêché l'abrogation du Code de la famille et des autres lois qui maintiennent la femme dans un statut de minorité? Et il y a une autre question encore qui n'est pas adressée donc pour tout le monde. Une majorité de femmes dans les universités pourrait être une vague qui pourrait submerger les réflexes patriarcaux et faire plier les responsables politiques au pouvoir en mode question. Et encore, là pour Lydia, on te demande en ligne si la pluralité que tu as soulignée dans les mouvements féministes, donc ta contribution, elle est un atout ou plutôt une faiblesse pour les mouvements féministes. Et la dernière peut-être, pour l'instant, sur la période 88-91, des tentatives de coordination de lutte entre les différentes organisations de femmes. À votre avis, qu'est-ce qui empêche les organisations de femmes d'avancer séparément tout en luttant ensemble? Donc coordination ou lutte individuelle, voilà. Merci. Feriel, tu commences? Oui. Alors, il y a une question donc sur les liens avec le féminisme dans le monde arabe, l'antériorité. Alors, dans le monde arabe, il y a un féminisme qui est assez antérieur, c'est le féminisme égyptien, symbolisé par l'action et des écrits de Roda Charnaoui. Donc, et toujours pour le féminisme algérien, en lien avec le féminisme algérien, il faut savoir que Nawal Saadawi a été très présente en Algérie au moment de l'ouverture contrôlée après 89, qu'elle est venue en Algérie, qu'elle a contacté des associations de femmes, qu'il y a eu une association qui s'appelait Association des femmes arabes qui a été créée et dans laquelle elle a pu agir et développer ses thèmes. Il y avait une section en quelque sorte algérienne de cette association qui existait dans différents pays. Avec le féminisme libanais, pas que je sache. Mais il y a des rencontres régulières qui se faisaient et qui ont repris ensuite
avec les Tunisiennes, par exemple, et les Marocaines, des rencontres maghrébines. Mais pour tous ces échanges, il faut penser que le mouvement féministe, comme tout mouvement social et politique, est tributaire de la conjoncture politique. En période de relatif relâchement de la censure, de la répression, les circulations d'idées de personnes sont plus possibles. Dans des périodes de fermeture et qui prennent de l'allure, par exemple, je pense à la loi sur les associations qui contrôle très strictement les liens avec l'étranger pour les associations, puisque c'est sous cette forme légale que les groupes de femmes existent, eh bien, les échanges et les circulations de personnes sont plus difficiles. Reste, bien sûr, actuellement, la nouvelle forme que sont la possibilité d'échanger par le biais des réseaux sociaux et dont les féministes, l'ancienne génération et la nouvelle, ne se privent pas. Alors, oui, quel obstacle à l'abrogation du code de la famille, c'est une énorme question, mais je crois que c'est une analyse personnelle. Je pense que de tout temps, le régime algérien en a fait une arme de négociation pour, d'une part, se présenter comme conservateur entre guillemets, on en a parlé les jours précédents, des constantes nationales. Le code de la famille, déjà avant l'indépendance, symbolise la personnalité nationale, l'identité religieuse de l'Algérie. Et faire ce qu'avait fait Bourguiba à l'époque, je pense qu'il y avait une dynamique après l'indépendance où ça aurait été possible. Mais les dirigeants eux-mêmes, il faudrait faire, ça a été fait de certains points de vue, la sociologie des dirigeants algériens, je pense qu'eux-mêmes n'étaient pas dans cette vision des choses. Alors, donc, ça rejoint la question sur, avec toutes ces femmes qui sont de formation universitaire et dont on sait qu'elles sont à près de 70% dans les universités, il n'y a pas de vague submergente de telle façon que la société soit totalement imprégnée d'idées égalitaires. Elle l'a été relativement, puisque justement, ces jeunes femmes qui sont à l'université, c'est quand même le produit d'une acceptation et d'un soutien des pères, donc de la génération censée conserver les valeurs traditionnelles. Ce qui est le plus difficile à modifier, et ça, dans tous les pays du monde, on vient de le voir aux États-Unis, ça a été évoqué, c'est justement transformer les rapports sociaux de sexe dans un sens égalitaire. C'est valable, le patriarcat est dominant à travers toutes les sociétés du monde et les lignes, comme on dit aujourd'hui, les lignes ne bougent que grâce aux luttes de femmes. Je termine sur les coordinations de 88 à 91. Alors, les coordinations, là c'est très important de préciser que les coordinations ne sont pas la volonté de créer une association unique. Elles sont des moments de rencontre. La première a eu lieu en 89 et je dois dire que les jeunes féministes avec les anciennes ont repris la tradition justement après le Kéral, qu'il y a eu plusieurs grandes rencontres, elles les appelaient ça rencontres. C'est l'occasion de faire un état des lieux, l'occasion de dire les axes sur lesquels on lutte, et chaque association ou courant garde son identité propre. C'est plus des moments pour faire le point, pour éventuellement se rassembler pour des luttes ponctuelles, mais par ailleurs, on constate que les associations vont lutter sur des objectifs communs et par groupement d'associations qui partagent le même sens des priorités. Donc, cette pratique de coordination, de rencontre a perduré. Et la même chose, elle n'est comptable quand en Algérie, ça c'était au moment de la période du terrorisme. Et pendant ce temps,
avec le ressac du mouvement féministe, les associations ont essayé d'adopter une stratégie de survie en faisant presque le dos rond, en ayant plus des pratiques culturelles, d'activités, de sensibilisation sociale, etc. Avec le HERA qui a eu le renouveau, et avec d'une part la pandémie plus la répression, on est à nouveau dans ce que je qualifie de pause dans les temps de mobilisation féministe. Donc ces rencontres sont toujours des moments importants de remobilisation. Merci. 5 minutes pour Lydia. Voilà, et on arrête. Alors, pour la première question sur un peu les solidarités transnationales, donc je dirais que s'il y a bien un pays qui a inspiré ces dernières années, c'est la Tunisie. Donc vraiment, dès les débuts du Québec, il y a eu une délégation tunisienne. Je pense que tu le tiens un peu plus. C'est mieux? Oui. Donc je disais que le pays qui a un peu le pays voisin qui a inspiré les féministes algériennes et tous les débuts du Québec, c'était la Tunisie. Donc il y avait l'idée aussi d'exception tunisienne avec leur personne physique et la condition de la femme tunisienne par rapport aux autres pays arabes. Donc il y a une délégation de féministes tunisiennes à Alger vraiment au tout début du Québec. Et il y a cette idée que ça serait une boussole à suivre. On se rend compte que même les acquis des Tunisiennes aujourd'hui peuvent être menacés et qu'il ne faut jamais être assez vigilant. Ensuite, il y a des collaborations qui peuvent être aussi d'ordre régional. On parle tout à l'heure du fonds méditerranéen qui a été travaillé dans cette voie-là. Donc le féminisme algérien n'est pas isolé du monde. Pas parce qu'il y a une spécificité algérienne qu'on serait une exception de par le monde. Il y a des rapports, que ce soit des solidarités sud-sud, je pensais à la Palestine, au Chili, etc., en termes d'inspiration, mais aussi nord-sud, avec notamment une forte présence par rapport à la diaspora en France. Donc il y a certainement des rapports avec l'Europe également. Peut-être la différence avec d'autres pays comme le Maroc, qui connaissent aussi aujourd'hui un féminisme réformiste et musulman, c'est que la différence aussi est née de du trajectoire historique autre. Enfin, le colonialisme en Algérie a détruit en fait les structures de production d'enseignement religieux. Donc les berceaux du réformisme religieux par rapport au femmes ont été un peu reculé par rapport au Maroc. Donc aujourd'hui, on n'avait pas l'équivalent en Algérie d'une Fatima Mabnissi ou aujourd'hui d'une Asma Bonagot, qui est à la fois théologienne et féministe et qui travaille ces questions d'un point de vue religieux, d'un point de vue de croyance. Mais pour moi, ce n'est absolument pas un faiblesse. Je trouve que c'est un atout, que ce soit dans les pays occidentaux qui ont aujourd'hui de nouvelles formes de féminisme, ou dans des pays musulmans, que ce soit par exemple le Maroc ou l'Indonésie, il y a des mouvements comme les Sawed qui travaillent ces questions par un prisme religieux. Je trouve qu'il ne faut absolument pas opposer les démarches, ni les mettre en concurrence. C'est aussi une stratégie, encore une fois, pour diviser les féministes entre elles. Et je pense que chacune a une stratégie spécifique et ça peut faire, soit faire bouger les lois, avoir une approche très institutionnelle et toujours aussi fondamentale, mais qu'à côté, avoir pour porter un discours et travailler la question religieuse dans un sens progressiste est tout aussi intéressant. Après, je trouve qu'aujourd'hui, le féminisme, il y a un féminisme pro-choix qui est peut-être plus inclusif, notamment par rapport au corps des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, les féministes ont aussi réalisé que leur corps était un champ de bataille et qu'ils n'avaient ni à être récupérés par les conservateurs, les islamistes, ni par certains hommes qui vont les instrumentaliser à des fins qui restent patriarcales. Je ne sais pas parce qu'un homme est progressiste, il est forcément féministe, tu ne veux pas aussi instrumentaliser. Donc le corps reste aussi un enjeu majeur et je pense que de ce point de vue-là, les femmes ont vraiment conscience de cet enjeu-là. Et donc l'idée aussi serait de sortir de tout féminisme hégémonique parce que le féminisme aurait tort de suggérer une hégémonie, une uniformité alors qu'il me semble que la diversité et la pluralité dont on a besoin que ce soit un féminisme. Je voudrais dire un dernier mot, et puis on regrette, mais on ne pourra pas refaire un tour de questions.
ceux qui ont des questions rentrées, plus longtemps, contactent directement avec Feriel, Lydia. Oui, j'essaye en partie de répondre à la question de votre question, monsieur. Pas d'un point de vue de recherche ou de travail sur la question du viol et de l'avortement. Personnellement, j'ai publié sur la question déjà de l'avortement, et c'est une des nouvelles qui sont là. C'est une jeune femme algérienne qui traverse la frontière de l'Algérie vers la Tunisie le 14 janvier, c'est-à-dire le jour de la chute de Ben Ali en Tunisie. Et ce jour-là, elle traverse parce qu'elle va avorter. Et la question, c'est de se poser, est-ce qu'elle va pouvoir encore avorter? Parce que nous autres Algériens savons que avec les difficultés de visa, d'obtention de visa pour aller avorter ailleurs qu'en Algérie, le plus simple, c'est d'aller en Tunisie. Et beaucoup de filles ont été accompagnés par, y compris des militants, j'en connais, et qui ont longtemps accompagné les femmes parce qu'ils connaissent les réseaux à Tunis pour que ces femmes-là puissent avorter. Par rapport au viol, c'est pareil. Alors, ce livre est sorti chez Balzac en 2022, pardon. Donc, je suis très contente que c'est Glissé nu sur la rampe du temps. C'est l'histoire, c'est une des nouvelles que j'ai lues ce matin. Donc, il existe en France, mais il existe aussi chez Balzac. Et je tiens à l'autre volet de votre question, c'est par rapport au viol. Apparemment, selon certaines recherches, mon texte sur le viol est écrit à la première personne et un des premiers de toute la région. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas nécessairement non plus un témoignage, c'est une réflexion sur ce que j'ai vécu enfant. Donc j'attire votre attention là-dessus. Ce livre, je salue le courage et le travail de Salma Hallel des éditions Balzac, parce que quand elle a pris connaissance de ce texte sorti à Paris, elle a racheté les droits parisiens et elle a sorti le livre, et les 500 premiers exemplaires ont été distribués gratuitement en Algérie. Donc je tiens à annoncer, ce livre existe, c'est Enjamber la flaque où se reflète l'enfer, qui donc a été traduit en arabe, et le petit livre existe dans les deux langues en même temps, en France et en Algérie. Voilà, je pense que... Je voulais juste... je ne sais pas si c'est une question ou une remarque à vous, mesdames. C'est juste par rapport... en 2019, quand le Hirak a commencé en Algérie, il y avait un autre Hirak qui avait précédé et qui est formidable, c'est celui des Soudanais et des Soudanaises. Et la lutte féministe des Soudanaises est absolument remarquable. Avoir un œil sur ce que font les Soudanaises est réjouissant. Et donc, il y a eu des coucous de la part de hirakistes, hommes et femmes, par rapport aux Soudanais. Parce que les Soudanais qui étaient en même temps dans leur Hirak à Khartoum et dans toutes les villes du Soudan ont eu, donc il y a eu, grâce aux réseaux sociaux, les gens se font des coucous. Au Liban, à Beyrouth, quand il y a eu la révolte il y a 2 ans, c'était pareil. Il y a les coucous, il y a voilà, des amitiés de hirakistes entre Marocains, Libanais, Soudanais, Algériens, etc. Merci. Merci pour votre écoute. Vous changez l'écoute, le prochain panel, vous passez. Est-ce qu'on l'a pas fait souvent?